Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler de The Fabelmans, le dernier film de Steven Spielberg. Il est encore disponible dans quelques salles de cinéma, j'espère que c'est le cas chez vous. Et franchement, si le film est encore disponible dans des salles de cinéma près de chez vous, allez voir cette merveille. Ce film, c'est pour moi un pur chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs Steven Spielberg. Et pour ça, on en parle juste après le générique. Alors comme d'habitude pour les critiques cinéma, ce sera de nouveau une vidéo où il n'y a absolument aucun script. Je ferai uniquement par rapport à mes ressentis, à mes souvenirs, ce que j'ai apprécié dans le film, ce que j'ai peut-être moins apprécié. Et puis aussi ce que j'ai ressenti vraiment en regardant ce film, parce que ce film, il m'a transmis énormément d'émotions. Il a raison. Alors ça sera peut-être un petit peu décousu, et puis je peux déjà vous dire que ce sera un peu plus court que d'habitude, tout simplement parce que ce qui me manque actuellement, c'est du temps. Alors, je pense que The Fabelmans, pour peu que vous soyez cinéphile, que vous soyez un amoureux du cinéma, et puis aussi peut-être que vous aimiez le cinéma de Steven Spielberg, ce film, c'est un must-have, c'est le film à voir absolument au moins une fois dans sa vie, et si possible dans une salle de cinéma. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Si on prend le film point par point, en fait, le pitch du film, c'est Steven Spielberg, depuis la découverte du premier film au cinéma jusqu'à ce qu'il commence sa carrière. Donc c'est basé là-dessus, à travers donc une autre famille, donc les Fabelmans, avec lui Spielberg, donc c'est Sammy. On découvre son amour du cinéma, sa découverte du cinéma, le fait de absolument vouloir réaliser des courts-métrages. Alors il est beaucoup soutenu par sa mère, donc qui est en quelque sorte une artiste ratée, puis qui en quelque sorte met Sammy donc sur un piédestal et qui va toujours le pousser à développer, à persévérer dans ceci, alors que son père, lui, par contre, c'est vraiment totalement opposé, c'est vraiment la personne très pragmatique, le scientifique très carré. Non, le cinéma, c'est juste un hobby, ça va te passer, étudie tes maths, ça va être plus important, etc., blablabla. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Alors ce film, si vous êtes cinéphile, si vous avez une âme d'artiste, si vous êtes un amoureux du cinéma, si éventuellement comme moi vous avez réalisé quelques courts-métrages quand vous étiez plus jeune, ce film, il vous parle en quelque sorte. Et puis, le film, donc oui, il est semi-autobiographique, c'est un peu l'enfance romancée de Steven Spielberg. Alors tout de suite, pour mettre les choses au point, c'est pas un film nombriliste, au contraire, Steven Spielberg a toujours fait preuve de beaucoup d'humilité avec son travail, et c'est de nouveau le cas dans ce film. Et aussi, pour ceux qui pourraient croire que ça serait peut-être un film mièvre, ou gnangnan, ou gentil, alors pas du tout. Il y a des moments dedans qui sont extrêmement durs, voire carrément cruels. Il y a des moments aussi vraiment tristes, et puis bon, il a toujours cette faculté, malgré des fois un contexte lourd, on rit aussi beaucoup dans ce film. C'est vraiment, comme je vous le dis, on ressent énormément d'émotions quand on voit ce film, c'est vraiment impressionnant. J'ai appris que pour pouvoir tourner ce film, il a attendu que ses parents décèdent avant de pouvoir enfin se raconter, et raconter donc son enfance d'une manière romancée. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Quand on voit The Fabelmans, on pense un petit peu à E.T., qui déjà E.T. c'était un film très personnel pour Steven Spielberg, puisque à travers donc l'extraterrestre, il parlait du divorce de ses parents, en quelque sorte. Alors pour E.T., il n'avait pas écrit l'histoire, il avait confié donc les grandes lignes à la femme de George Lucas à l'époque, qui avait donc rédigé le script par rapport à ses indications. Là par contre pour The Fabelmans, Steven Spielberg, il a coécrit donc l'histoire. Donc il s'est vraiment basé sur des choses qui étaient importantes pour lui. Steven Spielberg, dans ce film, il se met à nu, parce que oui, il est semi-autobiographique,
il est romancé, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, donc il prend pas de pincettes avec la vie de Steven Spielberg. Oui, il a souffert d'antisémitisme, oui, ses parents, malheureusement, ils ont divorcé, c'était une famille dysfonctionnelle, entre sa mère qui était une artiste ratée en quelque sorte, qui mettait son fils sur un piédestal, son père qui était plutôt, on va dire, le scientifique, très pragmatique, très carré. Le cinéma c'est juste un hobby, ça va te passer, concentre-toi plutôt sur les maths et ces choses-là, c'est plus important. Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. En quelque sorte, ses parents, ils vont avoir une influence sur le cinéma que Steven Spielberg va nous proposer par la suite. Il est impressionné par une scène avec un accident de train, et puis il va absolument vouloir reproduire ce qu'il a vu chez lui déjà. Donc il va placer la caméra, il va vraiment commencer à chercher des trouvailles de mise en scène pour pouvoir reproduire cette scène qui vraiment l'a fasciné. Mais c'est impressionnant de voir, et pourtant c'est des courts-métrages amateurs, il a encore un enfant, mais la maîtrise et la mise en scène de Steven Spielberg. Steven Spielberg, il a toujours été extrêmement doué. On peut déjà voir même dans les premières séries qu'il a tournées, mais vous voyez par exemple le Columbo, je ne sais plus comment il s'appelle, mais rien que dans le Columbo, je me rappellerai toujours de la scène d'ouverture, avec une très très longue focale, il y a un gros plan sur une voiture, alors que ensuite ça recule, on voit que c'est filmé depuis un bureau, enfin, il y avait déjà là-dedans une trouvaille qui était géniale. Et puis regardez Duel, son premier film qui à la base est un téléfilm qui a été réalisé avec, je crois, 50 000 $, enfin une misère. C'était donc un téléfilm, il a eu 13 jours de tournage. L'histoire est au plus simple, c'est une voiture et un camion. Le camion devient fou et essaie de tuer l'automobiliste. Mais le film, il nous tient en haleine tout le long et il y a des trouvailles. Il y a des trouvailles de mise en scène dans ce film qui sont juste absolument incroyable. Même George Miller, quand il a fait Mad Max, il va dire que c'est inspiré de Duel pour les scènes de route qu'il a filmées par la suite. Quand je passe à The Fabelmans, en fait, j'ai aussi retrouvé Steven Spielberg au niveau de sa personnalité. Déjà, parce que à travers sa découverte du cinéma et certains événements qu'il va vivre, on comprend peut-être mieux son cinéma. On remarque aussi que dès le début, il avait un talent inné. La mise en scène, déjà, dès ses premiers courts-métrages, était déjà nettement au-dessus de la concurrence. Et puis encore, quand vous voyez ce film, au niveau de la mise en scène, elle est juste irréprochable. Il y a de nouveau des plans fous. Alors que quand on y pense, Steven Spielberg, ça fait quand même 50 ans qu'il trempe dans le milieu du cinéma, et puis il arrive encore à avoir une mise en scène inventive, inspirée, et qui met des claques pratiquement à toute la concurrence, quoi. Quand vous voyez The Fabelmans, c'est impressionnant de voir encore la maîtrise qu'il a de la caméra, et puis ces petites trouvailles, ces petits angles, comme quand le jeune Sammy, donc en quelque sorte Steven Spielberg dans le film, il regarde dans ses mains des plans avec aussi les petits montages qu'il essaye de faire. Et puis des fois, ces petits travelling subtils qu'on remarque pas forcément, mais qui apportent tout de suite quelque chose. Au niveau de la mise en scène, encore une fois, c'est un grand cru, quoi. Steven Spielberg, il a beau avoir 76 ans, il n'est pas du tout gâteux. Il arrive encore à nous surprendre avec des idées de mise en scène, des trouvailles, et puis rendre des trucs qui pourraient être absolument banals, mais rendre la scène extrêmement intéressante grâce à sa maîtrise de la caméra. C'est vraiment impressionnant. Regardez juste la bande-annonce, les prises de vue, également les petits mouvements qu'il y a et tout. Vous voyez que c'est pas un film, je veux dire Marvel ou un de ces blockbusters comme ils sont tous fades, où il n'y a aucune idée de mise en scène. Ce film a vraiment sa propre personnalité. Et puis bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé les décors. Alors oui, c'est un film qui
C'est un moyen budget, je crois qu'il a coûté 40 millions de dollars. Alors je peux vous dire que c'est de nouveau un de ces films où les 40 millions de dollars, on les voit à l'écran. C'est pas comme certains films, je pense à Red Notice, que j'avais critiqué ici dans les flops 2021. Il a coûté 200 millions de dollars, franchement. J'ai jamais compris pourquoi ce film a coûté aussi cher, parce que là, The Fabelmans, il a coûté 40 millions, mais franchement, on retrouve tout dans le film. La reconstitution des années 50 et 60 est vraiment criante de vérité. C'est extrêmement bien fait. Franchement, on s'y croirait. Ensuite, pour les acteurs, je crois que, écoutez, là, il n'y a aucune fausse note. Il n'y a aucun acteur qui est mauvais. Je pense que quand même, celle qui ressort du lot, ça reste quand même Michelle Williams, donc, qui interprète la mère de Sammy, qui est extrêmement touchante, qui, franchement, elle est au-dessus du lot. Très personnellement, je pense que l'Oscar, donc 2023, il va se décider entre elle et Ana de Armas, donc pour son rôle dans Blonde. Franchement, les deux ont été épatantes, et puis je croise fortement les doigts pour qu'une de ces deux actrices l'obtienne parce qu'elle la mériterait. Finalement, c'est Michelle Yeoh qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'Evelyn Kwan dans Everything Everywhere All at Once. Elle est très bonne, mais Michelle Williams et Ana de Armas étaient meilleures. Par contre, Michelle Yeoh aurait amplement mérité l'Oscar pour son rôle dans le magnifique Tigre et Dragon. Avis purement personnel, évidemment. Il y a aussi Paul Dano qui fait donc le père de Sammy. Il est touchant, il est attendrissant, il a l'air un peu dépassé par tout ce qui lui arrive. C'est un type qui est maladroit, qui sait pas forcément exprimer ses choses, mais qui est foncièrement touchant. Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a aussi donc l'ami de la famille, alors j'oublie toujours le nom, Seth Rogen, voilà, qui c'est nous un caméléon, quoi, franchement. Je crois que chaque fois qu'on le voit dans un film, on le reconnaît pas, parce qu'il arrive toujours à avoir une tête différente. Lui aussi qui est excellent, et puis bien entendu l'acteur qui interprète le jeune Sammy, là aussi j'ai oublié le nom, mais alors que lui, en plus même au niveau du physique, il y a vraiment, quand on regarde des photos de Steven Spielberg quand il était jeune, et puis cet acteur, franchement, il y a vraiment une ressemblance qui est assez frappante. Et puis oui, dans ce film, c'est les émotions. On a des choses très dures qui se passent à l'écran, d'autres qui sont émouvantes. On rigole aussi beaucoup dans ce film. Alors, même que c'est plutôt un drame, il y a aussi beaucoup de scènes très drôles. Notamment la scène avec, en quelque sorte, sa première petite amie, qui est extrêmement religieuse et qui adore Jésus-Christ, et puis qui se fascine pour Sammy, puisque Sammy est juif. Enfin, j'ai pas trop envie de trop vous spoiler le film. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est par exemple la reconstitution quand on le voit tourner des courts-métrages, parce que personnellement, quand j'étais jeune, j'ai aussi réalisé des courts-métrages. Alors, j'étais très loin d'avoir le talent de Steven Spielberg. De revoir justement Steven Spielberg, comment il mettait en scène ses premiers films avec ses amis, avec ses sœurs, déguisées en zombies, ou bien en momies, pardon, ouais, en momies, quand il y a ses sœurs qui sont déguisées en momies, le film qui tourne aussi dans le désert avec ses amis scouts, etc. Enfin, c'est vraiment des moments qui sont touchants, puis c'est là où vous ressentez cette espèce d'amour pour le cinéma, aussi ces trouvailles qu'il avait déjà à l'époque, le ressenti qu'il arrivait à amener dans ses films. Au niveau des scènes marquantes, je vais peut-être en retenir 3. Il y a déjà la scène avec un oncle, en quelque sorte l'artiste de la famille. Il y aura une scène très importante avec Steven Spielberg où il va lui dire justement que quand on devient un vrai artiste, des fois il faut choisir entre l'art et sa famille. Enfin, c'est vraiment une scène qui est très très poignante. Il y a aussi une scène qui est même peut-être presque cruelle, parce que tout simplement, il y a Steven Spielberg, il est en train de monter un film, et puis en montant le film, ça c'est une trouvaille absolument géniale, il va réussir à découvrir une vérité vraiment dure et cruelle et qui va même le bouleverser. Ça a l'air d'être simple, mais en fait pas du tout, quoi. C'est ça le paradoxe. On croit que c'est une scène simple à faire, mais il faut déjà avoir l'idée, réussir à la mettre en scène et puis réussir à nous impliquer dans le film, parce que cette scène réussit. Et puis peut-être une des toutes dernières scènes du film, c'est aussi un caméo donc de David Lynch, donc qui interprète un réalisateur de cinéma. En quelque sorte, en l'espace d'une minute, il explique les bases pour être un bon réalisateur. Et puis Steven Spielberg, on se rend compte que ce conseil, dès le tout dernier plan du film, qu'il a pigé.
Alors, The Fabelmans, un film qui a été encensé par la critique, mais qui malheureusement s'est cassé la gueule en quelque sorte au box-office. Il n'a pas du tout marché aux États-Unis. Le film a également joué de malchance. Sorti dans 600 salles pour le week-end de Thanksgiving, les États-Unis ont été frappés par une tempête de neige et des températures polaires, et presque personne n'est allé dans les salles. Suite au flop, le film sortant en 2023 dans le reste du monde, si je n'avais pas attendu le film, j'aurais pu passer à côté. Alors ça va un peu mieux en Europe, et puis quand il est sorti ici, il est sorti sans pratiquement aucune publicité, autant vous dire que Universal, il misait pas trop sur le film. Et puis à l'heure actuelle, il doit être il a plus ou moins rentré dans ses frais, en tout cas uniquement au niveau donc du budget du film. J'espère toujours sur un petit coup de pouce des Oscars pour qu'il refasse une sortie, pour qu'éventuellement plus de gens aillent découvrir cette merveille. Malgré des critiques dithyrambiques, les Golden Globes du meilleur film et du meilleur réalisateur et 7 nominations aux Oscars, le film est reparti bredouille. Si Everything Everywhere All at Once est un de mes films préférés de 2022, je ne partage pas du tout ce point de vue. Si on peut discuter pour le meilleur film, au niveau de la réalisation et des décors, The Fabelmans aurait dû remporter les Oscars. C'est de nouveau un choix politique pour mettre la minorité asiatique au premier plan, la valeur réelle des films passant au second plan. Avis purement personnel à nouveau. Le film il dure 2h30, alors je les ai absolument pas vu passer, même j'aurais même voulu que ça aille un peu plus loin. J'arrive pas à comprendre comment un film aussi bon, aussi qualitatif, aussi touchant, aussi marquant, il y a des merdes comme le dernier Ant-Man qui cassent la baraque, ou même Astérix et Obélix. Ces deux films, ils ont fait beaucoup mieux et je n'arrive pas à comprendre parce que franchement ces films, je regrette de le dire, mais c'est des chiasses, il n'y a pas autre mot. Et puis par contre vous avez un chef-d'œuvre comme ça, le genre de film qui vous prend aux tripes, et puis il se casse la gueule, et ça alors que toutes les critiques sont dithyrambiques sur le film, et puis moi je vais aussi être dithyrambique sur ce film. Alors oui, c'est un film peut-être qui est intimiste, c'est pas un film avec des grosses têtes d'affiche, et pourtant les acteurs, Dieu sait qu'ils sont bons dans ce film. Alors, je pense qu'à 76 ans, Steven Spielberg, il a plus rien à prouver. Donc oui, il a réalisé 4 ou 5 films médiocres, voire même, pour dire même mauvais pour 1 ou 2. Mais quand on regarde sa filmographie, disons, pour moi par exemple, ça serait impossible de faire un top 10 de ses films parce qu'il a fait tellement de bons films. Alors il a gagné déjà l'affection en quelque sorte du public, enfin le succès populaire, avec des films comme Les Dents de la Mer, E.T., les Indiana Jones, Jurassic Park, etc. J'en oublie plein. Ensuite, il y a eu par exemple donc la reconnaissance donc des professionnels avec la liste de Schindler, il faut sauver le soldat Ryan, etc. Et puis il en arrivait à un point, je pense qu'il a en guillemets tout gagné et donc des succès critiques et populaires. Et puis maintenant, à 76 ans, il s'est dit maintenant, j'ai plus rien à prouver, donc je fais ce que j'ai envie, point barre. Donc je pense que le déclic. Il y a eu plusieurs déclics. Il y a déjà eu peut-être la liste de Schindler, le premier. Il y avait déjà une petite amour avec la couleur pourpre et puis l'Empire du Soleil. Mais c'est vraiment qu'à la liste de Schindler où enfin il a eu la reconnaissance donc des professionnels en quelque sorte. À partir de là, il a commencé à alterner justement entre guillemets des blockbusters avec des films plus intimistes. Je pense que le déclic de Steven Spielberg, il a eu lieu avec Indiana Jones 4. Alors Indiana Jones 4, oui, c'est un des plus mauvais Spielberg, faut pas se leurrer. Mais quand on le regarde et puis qu'on analyse un petit peu, on se rend compte quand même que Steven Spielberg, il a en quelque sorte fait à contre-cœur, et puis c'était avant tout pour le faire avec George Lucas, puisque George Lucas et lui ils sont amis depuis très longtemps. Et puis quand on voit le film, déjà le scénario qui part dans tous les sens, avec des extraterrestres, qui en plus cassent le mythe des 3 premiers, c'est qui ça? C'est George Lucas. Ensuite, les scènes what the fuck, genre le combat d'escrime sur les voitures, ou surtout le frigo. Ça, on le retrouvait plutôt dans les Star Wars. Donc je pense qu'à partir de là, alors bon, Steven Spielberg, il a été bonne patte, il s'est dit voilà, je fais un film avec mon pote, là, tout. Il a plus fait un film peut-être pour faire plaisir à George Lucas, mais je pense que c'est là qu'il s'est dit, maintenant, stop, maintenant j'ai plus rien à prouver, j'ai envie de faire les films qui m'intéressent, et puis c'est fini pour le reste. Alors, je pense qu'il a conclu en quelque sorte un deal avec Universal, c'est-à-dire qu'il dit « Écoutez, moi je vais vous produire vos Jurassic World et puis vos sagas Transformers, là, qui rapportent tous facilement 1 milliard, ou en tout cas plus de 500-700 millions, qui sont très rentables. Alors moi je vous produis ces trucs, comme ça vous avez du fric, et puis de mon côté vous me laissez faire des films plus petit public, peut-être moins ambitieux, mais que j'ai envie de faire. » Alors je pense que ça a marché, donc le premier film qu'il a fait c'est donc en 2011, donc après Indiana Jones 4, c'est Cheval de guerre, et puis déjà Cheval de guerre,
Quand on voit le pitch, on se dit l'histoire d'un cheval pendant la Première Guerre mondiale qui arrive plusieurs vies. Il y en a beaucoup qui ont dit oh, ben, un pitch pareil. Ouais, ben, un pitch pareil, ben, vous avez vu le film franchement, parce que ce film il est juste exceptionnel, il est magnifique. Même ma copine qui n'avait pas envie de le voir parce que le sujet ça ne la bottait pas, elle était avec le mouchoir en train de s'essuyer les yeux tout le long et puis elle n'a pas décroché du tout, alors qu'au départ j'ai presque dû la forcer à regarder ce film. Et puis ensuite on continue avec Steven Spielberg. Ben, si on fait la parenthèse Ready Player One qui est en quelque sorte donc le seul blockbuster qu'il a fait, enfin non il y en a eu un autre, il y a eu Le Bon Gros Géant qui lui par contre était loupé, c'était plus une fable, un film pour enfants qu'il a envie de réaliser, et Ready Player One, mais pour le reste on regarde Pentagon's Paper, Le Pont des Espions par exemple, c'est pas du tout des films grand public. Il y a eu West Side Story aussi, c'est un film qui est formellement il est extrêmement bon, mais par contre les comédies musicales c'est plus trop à la mode, et puis là en plus reprendre un classique, malheureusement ça n'a pas bien marché. Je crois qu'avec la VOD tout ça il est tout juste rentré dans ses frais. Puis maintenant The Fabelmans, qui en quelque sorte est un film presque un film testament, qui explique en quelque sorte comment il est devenu Steven Spielberg. En ce qui concerne The Fabelmans, je crois que vous l'avez compris, pour moi c'est juste un chef-d'œuvre. Si vous avez l'occasion d'aller le voir dans une salle de cinéma, s'il vous plaît, faites-le, allez le voir au cinéma. Si c'est pas le cas, attendez qu'il sorte en VOD ou achetez-vous le Blu-ray pour le voir. Et pas regardez ça sur votre écran de téléphone avec une qualité de stream dégueulasse que vous avez téléchargé sur dantoncu.com. S'il vous plaît, si vous aimez le cinéma, si vous aimez Spielberg, si vous êtes cinéphile, si vous êtes même ne serait-ce qu'une de ces trois choses, pour moi, The Fabelmans, c'est juste un indispensable, c'est un film que vous devez voir. Franchement, j'ai été transporté en regardant ce film. C'est un film qui est puissant, qui véhicule beaucoup d'émotions, qui est excellemment bien fait, excellemment réalisé, excellemment interprété, qui dure 2h30, oui, mais on n'est pas passé, qui a des thématiques dures, qui a des thématiques fortes, des films où on est ému, où on pleure, mais aussi où on rigole. Enfin, pour toutes ces qualités, ce film, je lui mets 5 sur 5. Steven Spielberg qui a fait un nouveau chef-d'œuvre, et franchement tout ce que je peux vous conseiller c'est de voir ce film. Il le mérite franchement, l'insuccès populaire qu'il a eu en tout cas au box-office, il est immérité, c'est incroyable et inimaginable pour moi qu'un film de cette qualité, il est réalisé un score aussi faible au box-office. Alors voilà, j'espère que j'en aurai convaincu quelques-uns parmi vous qui avaient encore des doutes d'aller voir ce film. Sur ce, comme d'habitude, et puis aussi en rapport avec ce film, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver comme dans The Fabelmans, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!